Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct avec une émission spéciale. C'est pas une interview, c'est une émission spéciale puisqu'aujourd'hui, vous le savez tous, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement. En l'occurrence, le harcèlement scolaire. Et puis ce soir, on va parler donc harcèlement scolaire. On vous invite à nous suivre, on vous invite à partager l'émission. Puisqu'avec moi autour de la table pour animer cette émission spéciale, on va dire, celle qui m'accompagne régulièrement dans l'équipe, on va commencer par présenter Nathalie. Ça va Nathalie ? Coucou tout le monde, très bien, merci. Et puis bien sûr, ceux avec qui on va débattre ce soir et qui vont nous expliquer un peu beaucoup de choses sur le harcèlement. On a la chance d'avoir avec nous ce soir Audrey Isnard, qui est psychologue clinicienne, spécialiste dans les questions de violence, juriste et formatrice. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Voilà, il y a deux Audrey. Alors il va falloir penser à parler près du micro. La deuxième Audrey, c'est Audrey Vernini-Charby. Elle est enseignante référente en EARS. Alors ça c'est du grec. C'est l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Et elle est spécialiste aussi de la question du harcèlement. Bonsoir Audrey numéro 2. Bonsoir. Voilà. Et puis vous la connaissez aussi, Gabriella Benici Mazafera. Elle est coach pour enfants et adolescents du cabinet La Dolce Vita à Menton. Elle est intervenante en milieu scolaire pour la sensibilisation au harcèlement. Voilà, on vous invite. Bonsoir Gabriella, bonsoir, pardon. Voilà, on vous invite à partager l'émission et restez avec nous. On va parler, on va peut-être pouvoir répondre à vos questions. En tout cas, donc vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche sur le live Facebook. N'hésitez pas si vous souhaitez nous téléphoner. On décrochera et on vous mettra à l'antenne pour en parler. On va démarrer tout de suite avec c'est Audrey. La Audrey numéro 2, on va dire, voilà, comme ça c'est Audrey Vernini qui va nous donner la définition du harcèlement et du cyberharcèlement. Aujourd'hui, c'est quoi ? Alors le harcèlement, ce sont des violences qui sont répétées, qu'elles soient donc verbales, physiques ou psychologiques, ayant donc pour objet une dégradation de la condition de vie et conduisant donc à des conséquences sur la santé physique et mentale de la personne qui est harcelée. En ce qui concerne le cyberharcèlement, c'est un petit peu différent. C'est lorsqu'une personne ou plusieurs personnes utilisent donc un outil qu'on appelle un outil numérique de communication, comme le téléphone portable, les réseaux sociaux, les jeux en ligne, les forums, les blogs, les chats. Ça n'existait pas il y a quelques années en arrière, donc c'est sûr que voilà, c'est récent, on va dire. C'est récent, et le problème, je vais le dire après, c'est que c'est tellement développé qu'on a du mal effectivement à suivre tout ce qui se passe. Et ces réseaux sociaux et ces moyens numériques visent en fait à l'altérité, si vous voulez, et la morale d'une personne. De manière, ce qui est important, c'est que c'est de manière répétée et délibérée. Alors, ce cyberharcèlement peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des insultes, des moqueries, ça peut être des rumeurs qui peuvent être donc divulguées sur ces réseaux. Ça peut aussi être donc du piratage de comptes, ce qu'on appelle de l'usurpation d'identité digitale. Ça peut être également des vidéos ou des photos qui sont compromettantes et qui vont être échangées à l'insu d'une personne. Ce qu'on appelle aussi le sexting. C'est l'échange de messages sans le consentement de la personne, ayant pour but évidemment donc de nuire, mais à caractère sexuel. J'ai vu aujourd'hui qu'il y avait ça tombe bien, j'avais aujourd'hui sur un confrère qui avait un nouveau je cherche mes mots toujours, voilà. Un nouveau problème, le porn revenge. J'ai vu que c'était, voilà. Le porn revenge, c'est tout simplement utiliser des images ou des vidéos à caractère donc pornographique ou sexuel dans le but de se venger à l'issue donc d'une relation affective ou sentimentale qui se serait mal passée. Donc c'est pour ça qu'on parle de revanche en fait. Et ça concerne les jeunes, mais pas que. Et on s'aperçoit que ce fléau donc, des réseaux sociaux va avoir plusieurs conséquences. C'est que, comme vous l'avez dit, avant, le harcèlement scolaire a toujours existé. Même si ça a toujours existé, c'est pas une fatalité, mais c'est le cas. En ce qui concerne le cyberharcèlement, on a un problème, c'est que avant les enfants étaient protégés quand ils arrivaient dans la cellule familiale, puisque le harcèlement scolaire s'arrêtait. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, les enfants n'ont pas de répit. C'est-à-dire que c'est 24 heures sur 24, ils sont poursuivis par ces réseaux sociaux.
Et c'est à mon avis, très compliqué, à la fois pour les parents d'en avoir le contrôle et puis d'en avoir connaissance, et également donc pour les enseignants. Oui, mais si on n'y va pas, par exemple, l'enfant il n'est pas obligé d'aller sur les réseaux sociaux, alors, donc il voit pas son harcèlement. Tout à ça fait. aussi moi c'est toujours cette réflexion que j'ai, c'est-à-dire que l'enfant il se voit harceler, bon, on a plein de cas, on va en parler ce soir, il se voit harceler sur les réseaux sociaux, s'il y va pas ou qu'il n'a pas de réseaux sociaux, ou en tout cas ses parents l'empêchent d'y aller, il verra plus rien. C'est compliqué maintenant. Oui, c'est un peu compliqué de se couper clairement des réseaux. Quand t'as 11 ans, c'est une chose, quand t'en as 15, tu peux pas empêcher un gamin d'aller sur un réseau. Oui, puis on peut parler d'addiction aux réseaux sociaux, et en réalité, je pense que c'est plus une addiction, parce que l'empêcher, t'es pas obligé d'empêcher, de lui-même il peut ne pas y aller, mais il a... Quand t'as 15 ans, c'est un peu compliqué, je pense. Après, c'est un petit peu compliqué de le réduire comme ça, parce que le jeune peut ne pas être sur les réseaux sociaux, mais pour autant qu'il y ait des insultes, des dénigrements, des pages des fois dédiées à une personne. Donc certes, elle la voit pas, mais elle en subit quand même les conséquences parce qu'on lui dit. Parce qu'autour d'elle, elle perçoit quand même les changements d'attitude, les remarques, etc. Donc finalement, pour certains, ça peut être aussi une impression d'avoir quelque part un peu de contrôle, parce qu'au moins ils voient ce qui se passe, plutôt que de pas du tout être au courant, tout en sachant que... Moi je prends mon exemple, j'ai été souvent critiqué sur les réseaux par rapport à la radio, en tout cas par rapport à certaines choses. Les personnes je les bloque et puis je vois plus rien. Alors, il y a l'effet de groupe, il y a l'effet de masse, il y a la popularité, il y a aussi la communication, et il y a aussi surtout l'entrée en 6e est marquée par un problème majeur, du moins quand il y a du cyberharcèlement, c'est l'avènement du portable. Dès l'entrée en 6e, pourquoi le harcèlement concerne essentiellement donc des collégiens et précisément la tranche d'âge plus 13-15 ans, c'est parce que dès la 6e, les parents, donc pour se rassurer, donnent un portable à leurs enfants. Et si vous voulez, du coup, on n'est pas obligé effectivement d'abonner à des réseaux. C'est l'arme à double tranchant en fin de compte. C'est vrai, cette histoire de portable et de réseaux sociaux. Mais le problème, c'est qu'on ne les prévient pas assez. Et d'abord, vous savez que la plupart des réseaux sont interdits donc à moins de 13 ans. Et ça, donc, on a des créations de comptes validées ou non par les parents qui ne devraient pas l'être. Donc, c'est portable, l'entrée du portable dans la vie d'un élève. Si tu as moins de 13 ans, tu peux pas créer. Mais il suffit que tu mettes une autre date de naissance. Et c'est très facile de le faire. Légalement, c'est pas autorisé avant 13 ans. Voilà, légalement. Mais en fin de compte, quand le jeune veut créer son compte, il met n'importe quelle date, ça marche. Bien sûr. Absolument. Après, il y a autre chose au-delà de l'utilisation du portable. Ça se joue beaucoup à l'adolescence. Vous êtes adulte, donc vous avez aussi un autre recul sur peut-être l'image que vous pouvez donner et l'effet de ces commentaires sur vous. Alors qu'à l'adolescence, on est justement dans cette quête de l'image, de pouvoir s'affirmer, de pouvoir être aimé, et que les réseaux sociaux, ils ont été construits pour rendre addict et pour jouer sur justement. C'est bien pour ça que j'ai des spécialistes autour de la table ce soir pour bien me recadrer dans ce que je viens de dire. Effectivement, moi je pensais, je me suis mis en rapport avec moi, mais j'ai pas le même âge, donc effectivement. Non, ça. En fait, là, tout ce qu'on va se dire et toutes les réactions et tout ce on va discuter ce soir. On parle d'enfants, on parle de jeunes, d'adolescents, et donc qui ont un fonctionnement, comme le disait Audrey, qui est totalement différent puisqu'ils sont en construction. Donc effectivement, tout ce qu'on peut imaginer pouvoir mettre en place, si ça nous arrivait, ils n'ont pas les armes encore pour le faire. Et avec cette sensation qu'ils les auraient, et cette envie d'être autonomes. Donc d'où cette difficulté aussi d'en parler et de demander de l'aide, parce qu'ils veulent être autonomes, ils veulent se gérer seuls, mais en même temps, c'est une période où on est en construction et où il y a vraiment toute la question de l'image, avec tous les changements du corps qui se font à l'adolescence, la découverte aussi du désir sexuel, de la rencontre avec l'autre, la volonté de plaire, d'être aimé, d'avoir de la reconnaissance, et les réseaux sociaux, ils jouent à fond sur tout ça en fait. Oui, exactement. Oui, ma chère Nathalie, vas-y, Est-ce que je te fais vous signe avez parce que quelques chiffres alors on a on a des chiffres parce que justement, on a toujours eu des chiffres depuis un moment, et puis récemment, à la suite d'une enquête IFOP, alors je sais que Jean-Luc va me demander la définition d'IFOP, je l'ai préparée. Il me pose toujours des cols. Donc l'IFOP, c'est l'Institut français d'opinion publique. Mais je le savais, moi. Ah bon, tu le savais. Mais pour nos auditeurs, tu as raison, parce que quand on parle avec des sigles, j'aime bien qu'on les donne donc ce la sont les nouveaux chiffres qui sont tombés. On parle depuis un certain nombre d'années d'un enfant sur 10 qui serait harcelé en France. Or, les derniers chiffres donnés par l'IFOP parlent plutôt de un enfant sur 5, enfin un jeune sur 5. Ah oui, carrément. Ce qui change carrément la donne. C'est pas du tout pareil. On s'est toujours dit qu'il y avait entre 800 000 et 1 million de jeunes
harcelés et qu'en réalité le chiffre pourrait atteindre les 2 millions, ce qui est vraiment colossal. Alors après, dans sur ces quoi on chiffres, se base pour avoir ces chiffres? alors en fait c'est sur une enquête qui a été réalisée sur un panel, comme toutes les enquêtes, hein, c'est sur un panel de jeunes qui ont été interrogés. Et on risque d'avoir des surprises, puisque là aujourd'hui est sorti le questionnaire, on va en parler. Le questionnaire est sorti, ouais. Le questionnaire donc mis en place par le nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. C'est bien lui, hein. C'est lui, c'est lui. Voilà, j'ai eu un petit moment de... c'est sur le prénom que j'ai eu un doute. Et pas Yvan. Voilà, donc ouais, exactement. Et effectivement, Pas le même film. Attention. ça risque de donner encore de nouvelles statistiques, ça. Oui, c'est ça. Donc du coup, ça représente entre 16 et 20% de jeunes qui seraient harcelés. Alors, il faut quand même un petit peu... À tout niveau, je pense. À tout niveau, il faut un petit peu recadrer quand même. On estime que... en primaire, donc c'est 28% en primaire et 3% de cas graves, ce qu'on appelle des cas sévères de harcèlement. Qui peuvent pousser au suicide, comme on vient de le voir sur deux ou trois cas dernièrement, là, notamment, dans l'année 2023. Ouais, bien sûr. Et au collège, c'est 53% des collégiens qui se disent harcelés. Et là, on atteint quand même le chiffre de 7%. Donc il y a plus de harcelés que de non-harcelés. Oui, absolument. Après, il faut peut-être préciser que c'est des jeunes qui sont harcelés au cours de leur vie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément harcelés constamment pendant toute la scolarité. Oui. D'accord. Mais ils peuvent avoir des périodes où ils leur scolarité. Subi au moins une fois une période de harcèlement. Ouais. Le sentiment d'avoir été harcelé. Ouais. Voilà. Au lycée, alors les chiffres sont moins inquiétants, mais quand même, c'est quand même 6% de lycéens, ce qui est pas rien, parce qu'on estime qu'un lycéen, il a commencé un petit peu à mûrir et qu'en théorie, ça devrait pouvoir s'arrêter. Alors la tranche d'âge, en gros, c'est donc la tranche d'âge vraiment où le chiffre est le plus important. 13-15 ans. 13-15 ans. Alors, il y a plusieurs raisons, hein, à mon sens. Déjà, comme je l'ai dit, dès l'entrée en 6e, donc de 11-12 ans, l'entrée du portable. Donc, du coup, le développement des réseaux sociaux et vers 13-15 ans, on le voit. Il y a aussi les effets de groupe qui sont plus importants au collège qu'au premier degré. Il y a aussi, au niveau du collège, la différence, c'est que quand on est au premier degré, on est toute la journée avec le même professeur des écoles et les enfants sont dans une même salle. Quand on arrive au collège... C'est beaucoup plus facile à repérer. Voilà, la nouveauté, bon, c'est pas que c'est un peu plus facile, même si c'est encore difficile. Au collège, la nouveauté, c'est que les enfants, donc, à chaque heure, vont changer de matière. Et soit les enseignants se déplacent, soit c'est les enfants qui se déplacent. Et on le sait, c'est souvent quand on n'a pas le regard sur un enfant, c'est-à-dire pendant les déplacements, aux intercours, tu peux en parler, en témoigner. Exactement, que se passent ces situations de harcèlement, donc évidemment à l'abri des regards de l'adulte. Alors ça justifierait ça aussi, le fait est que ce soit cette tranche d'âge-là. D'accord. On a abordé là par rapport aux chiffres que tu viens de donner, Gabriella, on a parlé un petit peu de ce questionnaire qui est arrivé aujourd'hui. Votre avis autour de la table, si on va en parler, votre avis. N'hésitez pas, chers auditeurs, ceux qui sont en train de nous suivre, de donner aussi votre avis sur le fil d'actualité du live Facebook. Comme ça, je peux aussi commenter. Alors moi, j'ai eu l'occasion de lire le questionnaire, de le regarder. Moi, ce qui m'a un petit peu étonné, c'est qu'en fait, on demande le nom et le prénom du jeune. Je crois que c'était anonyme. Alors, c'est en interne. C'est parce que c'est interne. C'est en interne. Oui. Ouais. Mais moi, je crois. C'est plus anonyme. Alors, c'est pas anonyme. La remontée va être anonyme. Mais la remontée sera anonyme. C'est-à-dire qu'il a été demandé donc, au professeur principal de chaque classe de distribuer donc, dans la semaine du 9 au 15 novembre, donc cette semaine dédiée à la lutte contre le harcèlement, ce questionnaire donc, du ministère, qui va être, donc, dont les questions ont été adaptées évidemment en fonction de l'âge des enfants et des classes. C'est pas tous les mêmes questionnaires. Non. C'est bien de vous avoir ce soir, comme ça vous donnez les bonnes infos. On ne peut pas poser les mêmes questions à un enfant de CE2 et un enfant de 5e ou 4e ou de lycée. Donc le questionnaire est distribué, les enfants y répondent et ensuite on relève les réponses et on fait une remontée. Et la remontée, elle, est anonyme. D'accord. Oui, mais au sein, moi, ça me dérange qu'au sein de l'école, ça soit pas anonyme. Parce qu'il suffit que tu tombes sur un professeur, c'est les professeurs principaux, c'est ça, hein, qu'il ait sa tête de turc et quelqu'un qu'il n'aime pas et qui est harcelé. Enfin, rien n'empêche non plus de ne pas exiger le nom. Ça existe toujours. Hein. Alors, moi, je suis pas fan qu'il y ait le prénom et le nom. Au-delà de ça, alors, je pense qu'il y a quand même très peu d'enseignants, je l'espère, en tout cas, qui ont des têtes de turc, parce que du coup, ça a toujours existé. Mais bon, on va dire déjà qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que le jeune, l'enfant, il a du mal à parler, et donc forcément, il a du mal à dire qui il est. D'accord.
Moi, je vois un autre intérêt au non. C'est-à-dire que comme on est là pour détecter des situations ou des cas d'harcèlement, bien sûr. si vous remplissez de manière anonyme et qu'on ne sait pas qui est en souffrance, d'accord. Et donc on va pouvoir aider quelle personne. Et celui qui est le harceleur, alors j'aimerais bien savoir comment il va réagir, celui qui est harceleur et qui va remplir le questionnaire. Alors, un harceleur c'est la bonne question, ça. Le harceleur. Audrey, comment va répondre, toi, en tant que, déjà, en tant que psy? Est-ce que tu peux nous... Ça pose la question de l'intentionnalité. Est-ce que le harceleur a forcément conscience des faits? C'est pas sûr. Est-ce qu'on va pouvoir déceler, peut-être dans les réponses, Audrey, qui est psychologue, clinicienne, j'aime bien ce nom barbare. Peut-être qu'il va même pas se rendre compte qu'il est un harceleur. C'est ça, ce que je suis en train de dire. Moi, je crois... Attends, Audrey, peut-être que tu... Exprimez-vous. Moi, je crois que le fait de répondre à... Très souvent, on en parlera tout à l'heure, le harcelé n'a pas conscience qu'il est... Le harceleur, pardon, n'a pas conscience qu'il est harceleur. Et très souvent, lorsque on se trouve devant nous une situation qui nous semble du harcèlement, lorsqu'on les met face à ce qui vient de se passer, ils disent mais non, mais c'est pas du tout du harcèlement. En fait, je rigole. Non, mais c'est bon, on est potes, mais je me moque pas, c'est juste une vanne. Et donc du coup, peut-être que de répondre à des questions, il va se dire attends, si on me pose cette question, c'est peut-être que finalement c'est du harcèlement, mais moi je le fais. Donc il va évidemment pas dire sur la feuille en fait moi je suis harceleur, c'est bien entendu, mais peut-être ça va le faire réfléchir. Alors une bonne initiative d'après vous oui, de toute façon. Oui, moi je pense. Oui. Puisqu'on entend tout et n'importe quoi en ce moment, donc on a toujours ceux qui râlent. Quoi qu'il arrive, on a ceux qui râlent. Hein. On est dans une époque où si on fait rien, c'est l'immobilisme qui est... Et quand on fait, ça va pas. Il faut rompre le silence, absolument. Donc c'est une très bonne initiative. Après, alors ce questionnaire, moi je pense qu'il va pas... Normalement, c'est 2 heures qui devraient être consacrées à... Pour le remplir. En tout cas, pour parler, enfin... Sensibiliser, parler, remplir. Donc ce questionnaire va prendre, je sais pas, Audrey, je dirais, toi qui est souvent présence d'élèves. Le questionnaire représenterait 20 minutes à une demi-heure, et le reste du temps, c'est pour un échange sur la thématique du harcèlement. Voilà, et c'est plus ça qui est important, c'est de pouvoir en parler avec eux et les écouter et réagir. Alors, il y a ce questionnaire qui va pouvoir aider à déceler, comment ça s'appelle, qui est harcelé, et quels sont les signes pour reconnaître un petit peu qui est harcelé quand on est harcelé. Jimmy, elle se regarde pour savoir qui va répondre. Non, mais alors moi, sur mon conducteur, on m'a marqué AI. Donc Audrey, c'est l'intelligence artificielle qui va répondre. C'est ça. Les signes, alors il n'y a pas forcément des signes qui vont être vraiment spécifiques au harcèlement, mais tous les signes de changement et tous les signes de souffrance. Donc en fait, un jeune qui commence à s'isoler, qui montre du désintérêt pour des choses qu'il aimait, qui a ses résultats scolaires qui baissent, qui va être moins dans la communication, qui a moins l'envie d'aller à l'école. Voilà, tous les signes de changement peuvent être en tout cas inquiétants et nécessiter du coup d'ouvrir le dialogue. Après, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser les logiciels de contrôle parental sur les outils numériques, parce que ça permet aussi pour les parents, alors à adapter en fonction de l'âge du jeune. Évidemment, sur un adolescent, on ne va pas regarder le contenu de ses échanges. Par contre, de constater que subitement, il a des centaines de notifications sur ses réseaux ou de messages, quand même, ça peut mettre la puce à l'oreille des parents en se disant « mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi là, mon enfant reçoit d'un coup autant de notifications ou de messages ?» Et en fait, surtout, l'important, ça va être d'échanger avec l'enfant. C'est-à-dire que plus on communique, plus on s'intéresse à ce que fait l'enfant sur ses réseaux, comment s'est passée sa journée d'école, plus on va pouvoir... Alors ça, c'est aussi un problème. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, avec l'évolution, avec les 2 parents qui travaillent, et puis souvent, on le voit déjà, même quand on est petit, on les met devant les écrans, et puis voilà, on s'en intéresse pas tellement, quoi. Je veux dire, ça aussi, ça y fait. La facilité. Aussi. La facilité des parents, il faut le dire. Hein, ça existe, c'est important de savoir ce que fait l'enfant sur les écrans. Des parents qui s'occupent à 100% de leurs enfants et qui suivent tout, je pense pas que c'est la majorité. Alors, sans forcément tout suivre, en tout cas, c'est quand même une bonne chose, là, au-delà même du harcèlement, je dirais, parce que moi, la question du numérique, c'est quelque chose aussi sur laquelle je travaille beaucoup. Et déjà, savoir ce que fait l'enfant sur ses écrans, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est TikTok, Instagram, Facebook, etc. En quoi ça consiste, qu'est-ce qu'il y fait, à quel jeu vidéo il joue, qu'est-ce qu'il échange, avec qui il joue, avec qui il échange. Il y en a plein qui ne savent pas. Exactement. Moi, je vois autour de moi. Moi, quand je parle de ça, je vois autour de moi, quoi, je dirais. Oui, mais à partir du moment où on laisse notre enfant mineur utiliser un programme, une application, c'est bien d'avoir un minimum de connaissances dessus et d'en parler avec lui. Alors c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on n'est pas forcément passionné par le jeu vidéo ou le réseau social de notre enfant, mais en fait c'est aussi une façon de partager, d'être dans le lien avec lui, que sans de diaboliser, ce qu'il fait, ce qui l'intéresse. Moi je connais une petite fille qui a 2 ans qui est capable de mettre la tablette en marche toute seule, d'aller sur YouTube et de se mettre Peppa Pig. Oui, mais la plupart... mais ça c'est sûr. Donc, c'est la nounou, le portable est devenu nounou...
Ok, on continue. On continue notre émission. Parce qu'en fin de compte, on va dire à nos auditeurs, on est censé faire du ping-pong avec Nathalie, mais elle n'a pas compris quand je... C'est bon, si, elle est là. Elle revient dans la course. Quel est le profil et la motivation d'un harceleur ? Parce qu'on a parlé pas mal du harcelé, là on va parler du harceleur. Alors déjà c'est important effectivement de se rappeler que s'il y a des victimes, il y a bien des harceleurs effectivement, et que ces harceleurs ils ont aussi des parents. Parce qu'en fait les parents ils ont toujours tendance à penser que leur enfant est un ange et que du coup il peut être éventuellement victime mais pas harceleur. Donc si, il y en a aussi. Mais souvent, c'est vrai, il y a des harceleurs qui tu leur donnerais le bon Dieu en confession. Ah bah oui. Et puis, c'est des monstres. Ça ne doit pas être forcément facile pour les parents non plus. Oui, non, mais d'admettre que nos enfants sont capables de violence et de harcèlement vis-à-vis d'autres. Mais donc, d'où l'importance aussi de... Alors, je ne veux pas dédiaboliser le harceleur parce qu'il y a des personnes qui sont réellement dans une intention de nuire, qui sont vraiment dans un rapport de domination. Mais il y a aussi, comme on l'a dit, certains qui n'ont pas forcément conscience en fait, du mal qu'ils font. Et où en fait si on les aide à en prendre conscience, et ça c'est les approches qui sont recommandées, que ce soit la méthode Picasse, la méthode Mons, qui sont des approches qu'on recommande d'appliquer dans les établissements scolaires. Alors on va dire ce que c'est la méthode. Ce sont des méthodes qui consistent en fait à donner la parole et à la victime et à l'harceleur et aux témoins et à les aider à rechercher des solutions ensemble en fait, sans que l'adulte gère lui la situation. Ça c'est quand on a pu déceler les deux, donc de voir le harcelé et le harceleur. À partir du moment où soit une victime le révèle, soit des témoins qui viendraient dire qu'ils s'inquiètent pour une personne et qui constatent une situation. Et l'idée, c'est justement pas de pointer le harceleur comme étant un harceleur, mais plutôt de l'interroger comme étant un témoin et de lui, qu'est-ce qu'il pense de la situation et d'après lui, qu'est-ce qui pourrait mettre fin à cette situation, qu'est-ce qui pourrait aider la victime. Et en fait, là, on le change de place, on le responsabilise, on le mobilise du côté de quelque chose de bienveillant. Et finalement, souvent, le harceleur de lui-même va proposer des solutions intéressantes et changer du coup d'attitude vis-à-vis de la victime. D'accord. Ça, c'est pour le harceleur. C'est pour provoquer une contagion émotionnelle. On provoque de l'empathie. Après, dans les profils de harceleurs, moi, de ce que j'ai pu rencontrer en faisant de la prévention dans les écoles et les collèges, c'est que en fait, ça touche tout le monde. Il n'y a pas un profil. Moi, j'ai déjà eu, en fin de prévention, des élèves qui étaient assez populaires, première de la classe, qui viennent me voir en me disant en fait, à l'issue de l'intervention, je me demande si je harcèle pas quelqu'un. Et je me rendais pas compte à quel point ça pouvait lui faire du mal. Souvent, on devient harceleur pour, en fin de compte, pour faire un peu le malin devant les copains, quoi. Je veux dire, c'est souvent ça, non ? Pour attirer l'attention. Toujours être plus, quoi. Il n'y a pas de harceleur sans témoin. Pour attirer l'attention, quoi. Attirer l'attention. Le collège, on a dit, c'est une phase où on a besoin de se découvrir, de s'affirmer. Il y a aussi cet adage qu'il faudrait bannir, qui aime bien châtie bien. Ouais. Donc en fait, quand j'aime bien quelqu'un et que je veux pas lui montrer, je vais le taquiner, je vais l'embêter. Et puis en fait, on l'a tous fait ou subi. Moi, j'ai su des années après que quelqu'un m'aimait bien à l'époque. En fait, je dis j'avais pas compris, parce que pour moi c'était plutôt des moqueries et des insultes. Et en fait, oui, ce comportement en fait, je me protège et plutôt que montrer que j'aime bien, je taquine. Sauf que la taquinerie ou la blague, je rigole avec mon meilleur copain. Des fois, à un certain niveau, c'est répété, ça devient insupportable. Temps, voilà. Et puis celui qui le subit, il se pose la question est-ce qu'il me voit vraiment comme ça Il rigole, mais comme on dit, quand on plaisante, il y a toujours une part de vérité. Ouais, et puis ils ont du mal à faire la différence entre rire avec quelqu'un et rire de quelqu'un, c'est pas la même chose. Et donc ça, c'est quelque chose aussi, une notion que on a besoin de leur expliquer. Oui, donc ça nous amène à la question pourquoi la victime se tait ? Alors, victimes, je voudrais juste rajouter quelque chose sur le profil, c'est qu'on a aussi justement des victimes qui alternent le rôle. C'est-à-dire qu'on a la victime qui finalement à un moment donné devient harceleur pour se venger, qui prend peut-être un peu d'assurance, de confiance ou qui est soutenu par certains témoins et qui devient harceleur. Et on voit que c'est effectivement aussi des rôles interchangeables. Bien compliqué tout ça. Ouais, effectivement. Voilà. Donc je posais la question il y a quelques instants, pourquoi la victime se tait ? On va essayer d'aborder ce soir. N'hésitez pas, je le disais tout à l'heure, si vous voulez téléphoner, donc vous avez le numéro de téléphone qui est affiché sur l'écran. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez été victime de harcèlement, si vous connaissez quelqu'un qui est harcelé. En tout cas, si vous voulez en parler de ce sujet, n'hésitez pas parce qu'il est déjà 19h24. Ouais. Ça va vite. Ça va vite. Voilà. Alors pourquoi la victime se tait ? La première raison, je pense, c'est que les adolescents, les enfants ont du mal à faire confiance en l'établissement. Ça ressort. J'ai encore eu aujourd'hui un cas où on m'a révélé en cours que finalement c'était pas évident parce qu'ils n'avaient plus confiance en l'adulte. Donc il y a cette confiance-là qui est difficile. Et les deux émotions qui prévalent à ce niveau-là, c'est la peur et la honte.
Alors, la peur, pourquoi? Quelles sont les causes? Eh ben, tout simplement, donc, si vous voulez, c'est la peur de ne pas être cru, de ne pas être compris. Souvent, les jeunes ont fait l'expérience aussi au cours de leur scolarité qu'en disant certaines choses à l'adulte, je pense évidemment que l'adulte pense bien faire, hein, mais souvent on commet quelques maladresses qui font que l'enfant, finalement, on le met en péril et la situation s'aggrave plutôt que s'arranger. Donc ça, d'où l'importance justement d'une formation. Mais en dehors de ça, donc la peur de ne pas être compris, la peur de ne pas être cru, et je pense que ça c'est fondamental. Et la honte, tout simplement parce que la personne qui est victime se rend compte, pour elle c'est un échec. Elle se rend compte aussi que donc elle est incapable de se défendre par elle-même, et ça donc elle le vit pas forcément bien, et du coup donc elle a honte d'en parler. Donc c'est ça qu'il faut absolument rompre aujourd'hui. Alors la solution, quelle est la solution pour qu'ils puissent communiquer? Alors comment communiquer? Je pense qu'il y a plusieurs points très très importants. Déjà, on peut communiquer s'il y a une relation de confiance qui s'établit et si l'enfant pense qu'il est à l'écoute. C'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, que les personnes référentes en matière de harcèlement soient clairement identifiées au sein d'un établissement scolaire. Alors tout à l'heure en antenne, on disait que normalement il était censé y avoir 5 personnes référentes. Ça n'existe pas. Alors ça n'existe pas. Il y a des établissements où ça existe. Nous, ça existe, mais il a fallu que la formation soit demandée à l'initiative des enseignants. Vous êtes dans quel établissement, Audrey? Je suis dans l'établissement de Nice à Blanche-de-Castille. D'accord. Et si vous voulez, la formation, elle n'a pas été généralisée. Il faudrait en fait que toute personne qui est en contact éducateur avec des enfants, que ce soit CPE, enseignant, vie scolaire, ait une formation adéquate pour recevoir la parole de l'enfant. Parce qu'il faut effectivement pouvoir la recevoir. Donc ça, c'est important. Donc que les personnes soient clairement identifiables, ça me semble important. Il faut aussi qu'il y ait une communication, c'est-à-dire que des parents qui ont connaissance d'une situation de harcèlement de leur enfant, communiquent avec l'établissement pour que des solutions soient apportées. Oui, mais on a eu déjà le cas, et on a eu à Menton, on a eu des cas à Menton, et il y en a eu un qui a été médiatisé sur Nice Matin, où le papa donc a été plusieurs fois vers l'établissement, et l'établissement l'a envoyé à la pêche à chaque fois, quoi, je dirais. Alors, et c'est même lui qu'ils ont même porté plainte contre lui. Alors il n'avait pas de chance, et il n'y avait pas encore ce ministre en place. Je pense que ça aurait été peut-être dans un autre sens. Solution miracle pour l'instant. Vous voyez de quoi je parle. Oui, donc, oui, mais il y a toujours des cas. Voilà, il y a toujours des cas qui sont un peu plus compliqués. Mais en règle générale, malgré tout, je crois que Audrey peut le dire puisqu'elle est vraiment référente dans son établissement. Je crois qu'elle traite très souvent des cas de harcèlement. Ce qu'il faut aussi, c'est que mettre en place, par exemple, des cellules d'écoute, des points écoute. Si on a la chance d'avoir une psychologue qui peut intervenir, une infirmière dans les milieux scolaires, il faut effectivement profiter de cette occasion-là pour... Ça existe vraiment, Audrey? C'est-à-dire que là, l'établissement, vous êtes vraiment dans ce... Nous, on a un point écoute tous les mois. On avait fait il y a... Pardon, excusez-moi Audrey, en fait, quand je lui pose la question, mais je n'ai pas laissé la réponse. Non, on avait fait il y a 2 ans de ça une émission pareil sur le harcèlement scolaire, et c'était avec Anthony Malvaux qui s'occupait de ça à l'époque. Et je me rappelle, on avait reçu une maman avec sa fille, et donc on avait parlé. C'était une école que tu connais très bien, et donc je me suis fait harceler, je veux dire incendié, parce que j'ai osé en parler, et on n'a pas cité le nom de l'école. Bon. Mais le directeur de l'école, de cette école-là, m'est tombé dessus en me disant oui, on a très bien compris que vous parliez de nous, et pourquoi si et pourquoi là. C'est-à-dire qu'il voulait pas qu'on en parle, quoi. Moi, je pense qu'il faut communiquer. Voilà, donc tu vois de qui je parle? Voilà. Oui, il faut communiquer. Après, c'est vrai que très souvent, le fait d'accuser publiquement, c'est compliqué à gérer. Donc moi, je pense que peut-être il vaut mieux le régler un peu plus en interne. Mais je crois que ce papa-là avait essayé de le régler en interne au départ. Oui, il a tout fait pour que ça se passe pour interne, et en fin de compte, à chaque fois, on l'a renvoyé. Après, du coup, il a évidemment contacté les médias parce que ça n'avançait pas. Alors, il nous en avait contacté, hein, je ne te cache pas, il nous avait contacté pour en parler, et j'ai pas voulu le faire à cette époque-là parce que je connaissais pas le dossier, et c'est pas évident de parler de quelque chose que tu maîtrises pas. Oui, donc, bien sûr. Voilà, donc. Mais après, comme dans toutes les formes de violence, en fait, il y a une forme de déni collectif aussi, où on veut pas admettre que chez nous ça peut se passer. Donc on s'imagine toujours qu'il n'y a pas de victimes de violences sexuelles, il n'y a pas de victimes de violences conjugales, il n'y a pas de victimes de harcèlement. Voilà, on veut pas admettre que ça peut être quelqu'un de notre famille, de notre établissement scolaire, de notre classe, et dont on pourrait avoir une certaine responsabilité en tant que chef d'établissement ou professeur. Donc chacun essaye de faire
faire au mieux, mais il faut déjà admettre, reconnaître, et puis c'est toute la difficulté de qualifier les choses en fait, parce que parfois c'est difficile à prouver, c'est difficile à qualifier entre le vécu de quelqu'un et voilà comment chacun va se raconter l'histoire. D'accord, donc si je suis parent de harceleur ou de harcelé, je fais quoi? Alors, en tant que parent, c'est important d'en parler avec l'établissement scolaire parce que l'établissement scolaire pourra échanger avec les élèves et pourra aussi proposer des solutions. Il y a plusieurs actions. On peut y avoir des solutions qui sont pédagogiques. Donc les solutions pédagogiques, Audrey en a parlé, c'est la mise en place pour des détections de situations de harcèlement de méthode Picasse ou méthode Mons. Tu veux développer ou je développe comme tu veux. Mais si vous voulez, ça consiste à avoir donc régulièrement ou à la demande de l'enfant ou des élèves un temps d'échange dans une classe où on permet ce qu'on appelle ces espaces de parole régulés, où on va permettre à l'enfant donc ou aux enfants donc de parler de leurs émotions. Parce que par définition, une émotion, elle se vit, elle se contredit pas. Alors, on place bien les règles en expliquant que seule la personne qui parle a le droit de parler, que l'adulte doit faire circuler la parole, et on ne doit pas désigner, ni juger, ni interpeller quiconque. Donc la personne va parler de son émotion, les autres vont entendre, et on va donc... C'est au sein de la classe. Hein. Au sein de la classe. Et on va donc se servir de ce moment-là pour demander donc aux enfants qu'est-ce qu'on pourrait faire justement, ou pourquoi déjà ils ressentent telle ou telle émotion, tristesse, colère, que sais-je. Et on va s'appuyer sur les ressources du groupe, c'est ça qui est important. Et on va demander donc à ce groupe d'essayer de trouver une solution. En fait, la solution elle va venir des élèves et pas de l'adulte. Et en fait, c'est tout là l'intérêt de la démarche. Est-ce qu'elle est appliquée derrière après? Alors, nous, on la met en place depuis 1 an maintenant. C'est récent, hein, donc les formations... Puis je veux dire, le professeur qui va... C'est fait avec un professeur ou un spécialiste? C'est fait avec des professeurs qui sont donc référents et formés. Donc nous, on est une équipe d'enseignants formés. Et soit à la demande de l'enfant qui dit j'aimerais bien parler, donc à ce moment-là, on met en place un petit temps de parole. Soit parce que l'enseignant a eu vent d'une situation de harcèlement et propose justement ce temps d'échange pour voir ce qui peut sortir. On a ça. Il y a des situations, des solutions pédagogiques qui sont par exemple de l'ordre du conseil d'éducation ou de médiation, quand il y a des situations de harcèlement avérées, puisque c'est ce que vous me posiez comme question. Et à terme, il peut y avoir donc un conseil de discipline. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le but, c'est de comprendre les causes et les raisons de ce harcèlement, pour pouvoir être sûr de pouvoir, quand on en connaît la cause, le déconstruire. Parce que si c'est juste pour donner une sanction pour sanction, la sanction n'a d'effet en fait que si elle est comprise. Sinon, il y a récidive, à mon sens. D'ailleurs, on va parler tout à l'heure, il y a une nouvelle sanction maintenant, puisque aussi le harceleur peut être renvoyé. Alors, ouais, on peut discuter de ça aussi. Renvoyer, oui, à mon avis, c'est dans des cas extrêmes, parce que c'est pas la solution. Renvoyer un harceleur et puis... on va dire que c'est déplacer le problème dans un autre établissement. Ça va, Gabriel? Il y en a une qui décède. Voilà. J'ai une petite canne de tout, je suis désolée. Déplacer le harceleur dans un autre établissement, c'est pas gage de récidive. Donc, si vous voulez, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait un suivi thérapeutique à mon sens, que ce soit par rapport à la victime et par rapport donc au harcelé, au harceleur. S'il n'y a pas de suivi thérapeutique et s'il n'y a pas de compréhension, voilà, faut pas juste renvoyer le harceleur, le mettre dans un collège et le laisser rester harceleur. C'est ça. Après, il y a aussi une option qui est juridique ou judiciaire qui consiste à un dépôt de plainte, puisque vous savez que maintenant le harcèlement c'est un délit. Et comme l'a répété mardi soir le ministre, puisqu'il y a eu une émission là-dessus, les peines encourues ont été clairement dites. C'est 3 ans de risque d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Mais elles ne sont jamais appliquées, donc... On est d'accord, mais au moins, ça a déjà le mérite d'être là. Oui. Après, la justice, c'est encore un autre problème, mais vous avez raison. Non, mais en tout cas, il y a un intérêt aussi à éventuellement déposer plainte ou même faire une information préoccupante quand on est face à des situations de harcèlement, parce qu'on est du coup sur la souffrance de mineurs, en fait. C'est aussi qu'il puisse y avoir justement des réponses éducatives qui soient apportées. C'est-à-dire que même au niveau judiciaire, on n'est peut-être pas dans une idée de vouloir sanctionner à tout prix des mineurs. C'est aussi l'idée ça a évolué, hein, ça, ce qu'on est en train de parler ce soir, parce qu'il y a quelques temps en arrière, même on pouvait même pas porter plainte parce que la police n'avait même pas envie de prendre la plainte ou quoi que ce soit. Disons qu'il fallait que l'infraction existe. Déjà. Il fallait pour la prouver. Il faut avoir des éléments pour la prouver. Oui, en fait, il faut être mort pour que ça soit pris en compte. C'est presque ça, quoi.
Alors non, mais en tout cas, il faut Non, mais pouvoir, j'exagère, mais faut trouver les éléments. C'est Et comme puis le harcèlement avec les femmes. c'est aussi après une volonté de savoir comment on veut répondre à ça. Donc effectivement, envoyer un mineur en prison, se dire en fait quel intérêt ça va avoir pour lui, pour la victime. Mais pour le coup, il y a tout un tas d'autres mesures alternatives et notamment des mesures avec la protection judiciaire de la jeunesse qui proposent des stages de responsabilisation, des mesures qui vont être éducatives, qui vont être proposées à la famille. Donc ça peut être le jeune, ça peut être y compris ses parents. Quand vous disiez peut-être les parents peuvent avoir des fois. Donc la loi, comme elle est ficelée au départ, elle sert à rien, quoi, en fin de compte. Parce que quand on dit, on donne des années de prison, mais en fin de compte derrière le juge, il va pas c'est toujours vouloir. une sanction maximum, c'est-à-dire qu'il y a une peine encourue. Après, ça sera le choix du procureur d'aller vers de la sanction pénale quand on est dans des cas graves et où ça représente un intérêt, du sens. Une peine, elle doit avoir un intérêt, c'est-à-dire que la peine, elle vise aussi la réinsertion. Donc si on se dit c'est pour sanctionner, mais bon, un jeune qu'on va envoyer en prison, je suis pas sûre qu'on l'aide vraiment dans la reconstruction, l'évolution de sa vie souvent la prison, c'est pire parce qu'on te forme à être pire. Donc l'idée c'est plutôt peut-être de lui proposer de prendre conscience de ce qu'il a fait et d'y réfléchir et d'évoluer. La mesure éducative, effectivement, comme tu le dis, a davantage de sens, mais ça dépendra aussi de la gravité de la situation et des violences qui sont commises. Tout à fait. Il y a des violences pour lesquelles il me semble que ça paraît clair que la justice doit intervenir et être plus ferme. Ça, je pense qu'on est communément d'accord. Et attention, l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire que le procureur peut prononcer une peine alternative ou une mesure éducative, mais à l'issue de laquelle, si le jeune ne s'est pas assez investi ou a pas, le procureur peut décider de poursuivre quand même derrière. Donc en fait, on vise la réinsertion, on vise l'éducatif en priorité, mais si on voit que c'est inefficace, il peut y avoir derrière des poursuites et des sanctions pénales. D'accord. Oui, puis moi je pense aussi que le fait d'avoir légiféré là-dessus, pour les victimes, en tout cas pour les jeunes qui se sentent victimes de harcèlement, ils se disent ok, peut-être notre parole est entendue, en tout cas... reconnaissance. Il y a une reconnaissance. Voilà, le harcèlement, ça existe et c'est passible de peine et de sanctions. Et d'ailleurs, on a parlé de la peine de prison, mais il y a une autre peine qui est appliquée et qui est peut-être pas bien connue et du coup, on n'en mesure peut-être pas la réalité. Mais il y a aussi, par exemple, le rappel à la loi. C'est une peine, c'est-à-dire que c'est une mesure déjà où le jeune rencontre une autorité judiciaire qui lui rappelle la loi, ses obligations, et s'il ne la respecte pas, là, il se retrouve en état de récidive et il peut encourir une autre sanction. C'est déjà une sanction. En fait, alors certes, c'est pas une peine de prison, voilà, mais c'est une sanction symbolique qui a du. Alors, est-ce que cette sanction symbolique est adaptée dans des cas de violence ? Bon, c'est pas sûr non plus. Alors après, est-ce que ça a un impact et du poids auprès du jeune ? Ça dépend quel âge il a. Moi, je pense que le jeune, il est. Que ça devrait être adapté à l'âge. Je pense que quand tu as entre 10 et 13 ans, tu es peut-être impressionné par la justice. À 15 ans, je pense que c'est pas la réponse adéquate. À 15 ans, souvent, la réaction que tu as, c'est la réaction inverse. Tu m'as accusé, tu m'as fait ça, je vais être pire. Très souvent, je schématise, attention. Pas forcément. En fait, tout dépend déjà comment est construit le jeune. C'est-à-dire que si la loi. Audrey, elle est juriste, donc elle a une autre vision des choses. Je suis juriste et psychologue, donc la question de la loi, je juriste et sociale. Mais disons que normalement, alors en termes psy, on dirait normalement on a accès au symbolique, c'est-à-dire justement l'autorité, la loi, et du coup quelqu'un qui a accès au symbolique, même s'il a débordé, se faire taper sur les doigts par un magistrat, ça fonctionne. Va dépendre du gamin. Voilà, celui pour qui ça fonctionne pas, c'est qu'effectivement il y a sans doute d'autres problématiques et qu'il faudra peut-être en passer par autre chose. Mais bon, moi je trouve ça un peu délicat de remettre en question des décisions qui sont prises par des procureurs, par des magistrats dont c'est aussi le métier et qui font avec l'arsenal qu'ils ont et qui visent aussi en priorité la notion de protection de l'enfance. C'est-à-dire que même le mineur harceleur, c'est aussi un mineur qui souffre et c'est aussi un mineur qu'on doit aider quelque part. C'est vrai qu'il faut être formé quand même parce qu'en fin de compte, moi j'ai une réaction de... épidermique. Ouais, épidermique et puis de me dire non mais en fin de compte, vu l'âge qu'on a, si tu veux, on va revenir... Alors, certes, il n'y avait pas les réseaux sociaux avant, donc on n'avait pas ce problème des réseaux sociaux, mais on avait un respect qui était différent et on a été éduqués différemment par les parents, où déjà on le voit au niveau de l'école. En tout cas, on a tous vécu, je pense, autour de la table, si l'institut ou la maîtresse appelait nos parents ou était convoqué nos parents, quand on rentrait, c'était... Il y avait la crainte. La crainte, aujourd'hui, n'existe plus. Aujourd'hui, je peux dire... Elle existe moins. Après, quand on parle de harcèlement, moi, donc Audrey me taquinait avant de commencer l'émission. Non. Mais donc, moi, ayant travaillé à faire de la prévention dans les milieux scolaires et donc en travaillant cette question du harcèlement, en fait, j'ai repensé à mes expériences d'adolescente et d'enfant.
Et j'ai été harcelée. Il y a pas longtemps. Et j'ai été harceleuse. Oui, il n'y a pas longtemps du tout. Mais j'ai été des deux côtés, en fait. Oui, oui. J'ai été, alors, pas sur des durées forcément très longues et pas avec des conséquences comme on peut en voir aujourd'hui. Et peut-être tout simplement parce que ça restait, comme on l'a dit, dans le cadre scolaire et qu'on pouvait avoir du répit, alors qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux font que c'est non-stop. C'est non-stop, Voilà, et ça se répand au-delà de l'établissement scolaire avec même des inconnus qui continuent d'alimenter. Mais si on réfléchit vraiment à nos pratiques à nous d'enfants et d'adolescents, Je pense qu'on a tous été harcelés et harceleurs. voilà, Est-ce qu'on on le a voit tous aussi, eu des ce que- comportements comme ça. Oui, je pense aussi. Moi, je vais peut-être. Je suis pas un ange, mais j'ai plutôt défendu, moi. J'avais cette Alors vous fierté avez de la défendre. position du sauveur, mais J'ai la été- position du sauveur, elle est ambiguë. J'ai été harcelé, j'ai été défendu quand j'étais donc vraiment en CM1, CM2, je me rappelle plus quel cycle ça, quel c'est, puisqu'on m'en dit, c'est quoi, Ça- primaire. Ça remonte. Oui, primaire. Oui, ça fait tellement longtemps. Pour moyen. J'ai été défendu et après quand j'ai été au collège, donc c'est là où j'ai inversé. Si j'ai quelqu'un qui était harcelé, je le défendais. Je me rappelle donc voilà. Mais je n'ai pas souvenir moi d'avoir été un harceleur, pas du tout. Je pense Après, pas. il y a, Pas pour alors, m'envoyer des fleurs. On n'est Ouais, pas et obligé puis- non plus. Hein. Et puis, Oui, donc Ouais, on n'a voilà. pas tous été, mais en tout cas, c'est de réaliser qu'on a pu avoir des comportements Ouais, c'est pas un parcours obligé. moqueurs, Est-ce que dénigrants. c'est le fait de aussi qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même moins de respect des parents, que les parents, il y a une éducation qui est vis-à-vis différente. de respect des Il y a parents. une éducation différente des parents, donc moins de respect des parents, et donc automatiquement, je sais pas, je vous dis ça, vous qui êtes jeune. Ah ben Ça, c'est merci. gentil. Moi, je suis jeune. Souvent, à notre époque, l'enfant, quoi qu'il arrive, il avait tort. C'était le prof qui avait raison. Voilà. Là, Non, c'est souvent l'inverse. Je C'est pense- l'enfant qui a raison et Mais le prof qui a le tort. contre-pied où Pourquoi on je a dis pris ça ça à 180 degrés, ce qui n'est pas quand même non plus C'est une ça bonne chose. Oui. non, mais c'est ça, parce que j'ai quelqu'un de la famille donc, qui est dans l'enseignement et qui me dit j'ai plus de problèmes avec les parents Oui. qu'avec les enfants. Ah, Parce mais qu'aujourd'hui, c'est clair. tout se discute. Vous donnez un travail, on va contester. Vous donnez n'en un donnez délai, pas. on ne les respecte pas. On n'en donne pas, on en donne pas assez, on en donne trop. Et vous vous apercevez que si vous donnez par hasard une punition, une sanction éducative, hein, bien sûr, Eh ben, on refuse on va la sanction. contester. Donc ça, c'est nouveau quand Mais même. Ça oui, date c'est-à-dire depuis une dizaine d'années. qu'aujourd'hui, on veut mettre du sens sur tout. Alors, ce qui a des bons côtés et des mauvais, mais même les jeunes, ils veulent savoir pourquoi je suis puni, c'est quoi le sens de votre punition, Ouais, mais- à quoi elle va ouais, me ouais. servir. Ouais, Alors, puis moi, Mais si c'est je une peux me façon de chercher permettre, du sens. ouais, Oui, si je tu peux me peux te permettre, permettre. Audrey, peut-être parce que, alors effectivement, aujourd'hui, les parents sont plus demandeurs et viennent. Moi, je me rappelle de l'époque où moi j'étais élève, jeune, Il donc n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps. Ça remonte quand même un petit peu. Moi, j'ai la sensation que mes parents ne s'occupaient pas du tout de mes devoirs, allaient moins rencontrer mes enseignants, mes professeurs. Parce que tu faisais ce qu'il fallait. Pas toujours, non. Non J'avoue que pas toujours. Tu en as souffert. Parce que c'était une autre époque et que finalement, on confiait les enfants aux enseignants. Et moi, j'ai souvenir que certains enseignants, quelquefois, j'aurais aimé que mes parents puissent venir et leur dire que peut-être ils avaient un petit peu fauté, parce que les enseignants ne sont pas non plus, ce sont des êtres humains oui, aussi. c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et donc, quand il y avait- je donc parlais peut-être de Turc. aujourd'hui, je crois que les parents sont plus dans une éducation. Alors, on lit des livres sur les réseaux, parce que les parents sont sur les réseaux. Bienveillante. Bon, mais il y a des nouvelles méthodes d'éducation qui Montessori. font que Montessori. Donc peut-être à L'éducation l'extrême, bienveillante. peut-être à l'extrême, mais en contrepartie, avant, je crois que les parents s'intéressaient moins à l'éducation. Mais Quoi. peut-être C'était qu'aujourd'hui, les parents qui sont aussi dans cette volonté d'amour, en fait, Ouais. de montrer qu'ils aiment leur enfant et d'avoir l'amour de L'enfant leur roi. enfant, Sur protection. peut-être parfois ils ont plus de difficultés à faire autorité en pensant que ça pourrait donner l'impression de moins aimer l'enfant. C'est Alors ça. qu'à l'inverse, et notamment à l'adolescence, le jeune a besoin de, de cette repères, autorité. d'autorité. Et que cette autorité, c'est aussi une preuve d'amour, en fait. De poser des limites, de savoir Poser dire des stop limites. et de savoir sanctionner, c'est aussi une preuve d'amour. Et moi, je me rappelle, en ayant été surveillante dans une école pendant mes études, mes petits chouchous, je l'avoue, hein, c'était les petites terreurs, mais en fait, c'est ceux avec qui j'avais des contacts. C'est-à-dire que ils faisaient des bêtises, je les sanctionnais, mais je leur expliquais pourquoi. Et ils le percevaient comme une forme d'intérêt. Et un quart d'heure après, ils venaient me faire un câlin parce qu'ils voulaient dire voilà, tu m'en veux pas, je suis pas. En fin de compte, vous donniez Et c'est une forme d'intérêt pour eux. l'éducation des parents, quoi. Je veux dire, vous faisiez entre autres qui étaient peut-être défaillantes. Vous parliez, Non, vous parliez c'est au le tout rôle à début de l'école. l'émission, par exemple, vous expliquiez pour les portables, qu'on n'était pas obligé d'en avoir, que les parents n'étaient pas obligés de donner un portable. Oui, comme vous disiez aussi, l'exposition aux écrans, c'est un petit peu la facilité. Et cette facilité, c'est parce qu'on ne rentre pas dans l'opposition. Dire à un enfant non, ça va sous-entendre peut-être une rébellion, une crise, et puis on a peur, comme tu le disais, À quel Audrey, moment ça a basculé? que l'enfant, la peur que le parent ne nous aime plus.
Quel moment ça a basculé, mesdemoiselles? Moi, je crois que ça a déjà basculé à partir du moment aussi où, alors, depuis l'arrivée des réseaux sociaux d'une part, et puis aussi parce que les parents d'aujourd'hui sont démunis aussi. Je crois, Audrey, que les jeunes parents, en tout cas les parents qui ont des enfants aujourd'hui, qui sont enfants ou adolescents, ce sont des jeunes aussi. Et que... C'est ce que tu rencontres par rapport à ton boulot, bien sûr. Ça, avec la Dolce Vita, on va dire. Et que eux aussi sont démunis et qu'ils ont peut-être moins les armes parce que la vie elle est plus compliquée aujourd'hui, c'est plus compliqué aujourd'hui d'être parent, c'est plus compliqué d'être ado, d'être le bon parent. Ouais. Et puis les réseaux sociaux en fait, je crois que les parents des jeunes qui les utilisent, ils les utilisent autant qu'eux, donc parce que ils sont addicts aussi, parce que c'est la génération. On en revient à ce que je disais au début, hein. Souvent c'est le harcèlement ou le harcelé ou le harceleur. Le harceleur, ça vient souvent peut-être de quelque chose à la maison, des parents. Je sais pas, mais en tout cas, ça vient d'un mal-être du jeune, et ce mal-être, il peut venir de plein de... Harceleur, quand on dit à haut niveau, je veux dire pas Oui, voilà, après il y a le besoin de reconnaissance aussi, on en parlait tout à l'heure. C'est un manque de confiance, c'est un besoin de se valoriser, c'est un besoin d'un faire-valoir parce que on a une estime de soi finalement qui est pas si bonne que ça, malgré le fait de vouloir être le plus fort. Donc un enfant harcelé, oui, c'est un enfant. Audrey, je pense que tu es d'accord, toi, enfin vous êtes tous d'accord, c'est un enfant en souffrance. Vous qui êtes dans un enfant harceleur. Pardon, excuse-moi Gabriella, vous qui êtes dans ce métier depuis quelques années, vous n'avez pas l'impression que ça s'est accéléré là d'un coup, la prise en compte du harcèlement sur cette année? Moi j'ai l'impression sur cette année 2023, avec les 2 suicides qu'on a eus, puisqu'il y en a 2 qui ont été médiatisés, plus ce ministre qui est arrivé, qui a été aussi harcelé et qui en a parlé donc dimanche soir, j'ai l'impression que ça a été vraiment pris en compte. Ça y est, en fait, c'est l'impression que j'ai. Vous qui êtes des spécialistes. Enfin, moi, je suis pas spécialiste de ça, mais c'est un peu le phénomène MeToo aussi. C'est-à-dire que quand on commence à en parler, quand on a commencé à parler de MeToo, ça a libéré la parole. Et aujourd'hui, le fait que ce soit médiatisé, qu'on ait parlé de jeunes victimes de harcèlement, il y a eu des suicides qui ont été médiatisés, qui ont fait peur un petit peu, qui ont alerté l'opinion publique. C'est toujours le premier, je pense, qui a des difficultés à parler. Une fois que la parole se libère, une fois qu'elle est libérée, ça va libérer les autres. Facile, donc, comme dans les violences sexuelles, il n'y a pas même plus de harcèlement, on en parle plus simplement. Oui, ça, oui, et puis aussi, il y a des choses qui ont été mises en place. Il y a une plateforme qui a été mise en place, il y a un numéro d'urgence. On va le rappeler d'ailleurs. 3018, c'est un numéro qui a été généralisé. Avant, il y avait le 3018 et 3020. Maintenant, on ne compose plus que le 3018. Pour tous les types de harcèlement, cyber et... Voilà. Et en face, on a qui ? Alors en face, vous avez des personnes qui sont formées et qui vous répondent. Alors pour l'avoir fait et l'avoir expérimenté. Vous avez été derrière le 3018 ? Non, j'ai téléphoné. Vous avez testé. Oui. Et la plateforme, malheureusement, je crois qu'ils sont débordés parce qu'il y a un nombre de cas. Par heure et par minute. Tout à l'heure, on donnait les chiffres. Donc les chiffres, moi j'avais les chiffres de ça aussi, c'est 69% de hausse de signalement depuis 2022 qui ont été enregistrés. 69% de hausse. Il y a aussi l'application à mettre sur le téléphone qui permet donc à un enfant qui pense être victime de harcèlement de pouvoir répondre à quelques questions, et à ce moment-là la plateforme lui dit si c'est réellement une forme de harcèlement ou pas, et il y a moyen justement pour ce qui est cyberharcèlement de bloquer aussi le contenu, le compte et le contenu sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est important aussi parce que le 3018 intervient pour bloquer beaucoup plus rapidement que la justice. Donc ça, faut le savoir, c'est quasiment immédiat. Hein. D'accord. Ah oui, il a ce pouvoir de pouvoir les bloquer un compte. Oui. On retrouve l'adresse IP et on arrive... Plus vite que la justice ? Oui, parce que la justice, ça prend du temps. Là, le 3018, ce sont des gens qui sont à l'écoute et formés pour pouvoir répondre justement... Mais ils ont quoi comme légalité pour faire ça ? Alors ça, par contre... pour bloquer un compte, il y a des accords sans doute avec... Il faut ne serait-ce que pour avoir l'adresse IP, il faut une commission rogatoire, il faut passer par à partir du moment... spécialiste de la justice va nous dire, non ? Moi, je suis pas une spécialiste. Alors, à partir du moment où vous avez des captures d'écran, justement, c'est ce qui est important qu'il faut dire aussi quand vous disiez qu'est-ce qu'il faut faire quand on est parent ou quand on est d'une victime. Si c'est du cyberharcèlement, la première des réactions, c'est faire des captures d'écran de tout ce qui a été échangé, photos, des preuves. Avec ces captures d'écran-là, on contacte aussi le 3018 et c'est grâce à ces captures-là qui vont être demandées parce qu'on peut les stocker sur ce site et justement que les actions sont menées.
Alors parce qu'ils ont certainement des preuves. Après, avec la justice, je sais pas comment ça fonctionne, mais Et on peut signaler sur tous les réseaux sociaux. On peut cliquer sur la photo ou le message et signaler le contenu. Alors pour bloquer la personne. Pour illustrer notre émission, ma chère Gabriella, tu m'enverras tout ça par mail, que je puisse mettre sur nos réseaux sociaux et les liens, tous les liens qu'on est en train de donner ce soir pour pouvoir à nos auditeurs, pour continuer à parler de ce sujet, puisque je rappelle qu'aujourd'hui c'est quand même la journée nationale de lutte contre le harcèlement. Et alors comment se reconstruire après le harcèlement? Effectivement, donc on a. Elle se regarde, qui va répondre? Non, c'est les trois. Se reconstruire. On a parlé justement du manque de confiance. On a parlé justement de cette fragilité qu'il y avait. Pour se reconstruire, je pense que déjà il faut être accompagné. Par certainement une thérapie, puis il faut essayer de trouver et de regagner cette confiance. Il y a aussi des nouvelles méthodes qui ont été mises au point et qui ont été évoquées mardi soir par une thérapeute qui s'appelle Emmanuelle Piquet, qui a une nouvelle approche qui consiste à s'occuper donc des victimes pour leur redonner confiance et leur donner des moyens pour se défendre. C'est-à-dire en fait que on va essayer de changer la posture de la victime pour que celle-ci puisse être à même de se défendre. En fait, on va enrayer cette position de victime. Ça m'illustre, j'ai une illustration, donc pareil, je dis jamais les noms, mais je connais une jeune fille petite qui est harcelée à l'école, là, dernièrement, et sa maman l'a inscrit au sport de combat. Oui, alors ça, non, moi c'était pas un sport de combat dont je parle. Voilà, c'est plutôt un coaching, coaching pour changer la posture. Pour pouvoir faire du MMA et se défendre. Mais dans le sport de combat, en tout cas, il y a le fait aussi d'avoir davantage la maîtrise de soi, de son corps, de ses émotions et de prendre de l'assurance. Donc de ce point de vue-là, ça peut avoir des effets thérapeutiques sans être dans le rapport de force de défense. Mais il y a le théâtre aussi, la danse, la musique, l'art-thérapie, tous les arts en général. Le but, c'est pas de devenir agresseur à son tour. C'était pas ce que si j'ai pas été comprise, c'est pas du tout ce que je voulais dire. C'était de donner en fait des outils à l'enfant pour qu'il puisse répondre à une situation d'agression. Voilà. Et je pense que c'est important parce que vous êtes agressé à un temps T. Si vous êtes victime et que l'adulte prend en charge cette souffrance et met fin à ce harcèlement, mais sans donner à la victime les moyens de se défendre par la suite. Vous n'êtes pas, c'est pas impossible d'être harcelé à de nouveau, que ce soit dans sa vie d'adolescent, d'adulte. Il y a le harcèlement professionnel, ça existe aussi. Puis ça la maintient dans une place de victime et de vulnérable. Et de besoin de l'autre pour pouvoir se défendre. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de leur apprendre à se défendre. Et à se défendre notamment... Autrement que par la violence. Autrement que par la violence, mais par l'humour. L'humour, par exemple, est un moyen de défense extraordinaire. C'est-à-dire que si on arrive à avoir de la répartie, parce qu'au moment où il y a une moquerie, si on arrive à coacher le jeune, en tout cas à l'amener à dire « Ok, voilà ce que il t'a dit, on va prendre un exemple, tu pues ». Voilà, régulièrement on me dit tu pues. Bon ok, qu'est-ce qu'on pourrait non, ça arrive souvent. Moi, souvent ils me disent si tu m'emmenais une bouteille de déo, on me dit que je pue. Voilà, qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Ok, qu'est-ce que tu répondrais, toi, Jean-Luc, si à longueur de journée, je te disais tu pues, Jean-Luc, tu pues? Ça, c'est du harcèlement. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu pourrais me répondre pour que je sois déstabilisée? Tu viens de donner une phrase, toi. Ou alors, moi, je dirais c'est mon nouveau parfum. Plus de déo, ou c'est mon nouveau parfum. Ou arrête de me renifler, surtout, te rapproche pas autant. C'est quoi ton problème avec moi? Là, je te plais, tu viens me sentir. C'est ça, retourner. On pourrait lui dire aussi, ah ouais, toi aussi, t'as senti une odeur, mais tu dis que c'est moi parce que tu veux. T'as le nez trop près de la bouche. Alors oui, la vanne qu'on avait, c'était ça. T'as le nez trop près de la bouche, ça on l'a tous dit. En tout cas, voilà, essayer d'avoir de l'humour et de trouver de l'humour sans discriminer, c'est pas mal aussi. Oui. Ah forcément, on est obligé un petit peu. Oui, mais bon, c'est le but. Non, mais en tout cas, ce qui est important, quelle que soit la manière, je suis en train de regarder l'heure, il va falloir 2 émissions. C'est juste que comme la méthode Picasse, la méthode Mons, le point commun qu'elles ont avec ce qu'on vient de dire là aussi, c'est que en fait, on se substitue pas à la place des jeunes et qu'on leur redonne une place à eux. Que eux trouvent des solutions aussi. Oui, bien sûr. Et quand on est parent, ça ne sert à rien d'aller à la sortie de l'école, attendre le jeune harceleur ou les parents pour lui dire si ça continue. On a eu encore l'exemple, il y a pas. On avait aussi cette année, il y a eu beaucoup de choses en tout cas sur le harcèlement. La maman qui va à l'école, qui fait mettre le jeune à genoux en lui disant excuse-toi et l'autre gifle-le. Vous l'avez vu ça, non? Non, moi j'ai pas vu ça. Vous l'avez pas vu? Oui, moi j'ai vu. Non, c'est récent là, ça date d'il y a 2-3 mois là. La maman qui est avant la fin d'année quoi. Et juste avant que ça se termine, Jean-Luc. Mais le petit ne voulait pas frapper l'autre en plus. Non mais la solution effectivement de s'en prendre aux parents ou aux harceleurs
n'est pas effectivement une bonne solution parce que ça va pas résoudre le problème, ça va faire que l'aggraver. Ah mais le jeune, la maman lui disait mais tape-le, vas-y. Et lui, il voulait pas, donc non, mais je veux pas le frapper. Je veux pas le frapper, mais la maman, c'était horrible parce qu'elle elle a fait mettre à genoux devant tout le monde et tout. Hein, donc c'était à Marseille si je ne me trompe pas. C'est récent là, c'était avant la fin de l'année. Moi je ne sais plus, mais. Oui, ma chère Gabriella. Moi je voulais rajouter quelque chose. Même si on déborde de 5 minutes. Non, on va pas déborder. Juste rajouter que il y a bien sûr comment reconstruire après, mais il y a aussi la prévention et comment en parler d'une manière un petit peu différente. Et je voulais juste expliquer qu'on est en train de monter un projet avec les deux Audrey. Toutes les trois, vous êtes 3 spécialistes. On est 3 spécialistes, Nathalie aussi est une spécialiste. Et donc on a eu l'idée de monter un projet qui se déroulera à Blanche de Castille. Non, à la salle Lauricard. À la salle Lauricard avec les élèves de l'établissement d'Audrey. Et donc le 14 décembre, jeudi. 14 décembre à 19h. Et donc il y aura une exposition autour du thème du harcèlement suivie d'une comédie musicale sur ce thème, et il y aura ensuite un débat avec ces dames spécialistes où les parents pourront aussi interchanger avec nous. Plus des témoignages de personnes harcelées, plus le pôle judiciaire et policier, de harceleurs, exactement. Ouais. Alors, on a essayé ce soir d'aborder un jour de journée nationale de la lutte contre le harcèlement, de parler du harcèlement. En 1 heure, c'est impossible de vraiment... C'est très difficile. Voilà, on revient tout à l'heure, c'est ça ? On va dire qu'on a survolé quand même. On a donné les points principaux, mais on a quand même survolé parce que ça demande quand même beaucoup plus de temps pour vraiment aborder tous ces sujets, tout ce qu'on a discuté ce soir. Comment déceler un harceleur, comment un harcelé, tout ce qu'on peut faire. Voilà, on a donné les points principaux pour les aider, mais ça demande une deuxième émission. Sans doute, on revient par deuxième semaine. Voilà, même si c'est pas la journée, on va en refaire une. Non, mais alors justement, il faut pas qu'il y ait une journée. Hein, on est bien d'accord. C'est comme quand c'est la journée de la femme. Oui, ça. Ok, c'est tous les jours qu'il faut lutter contre le harcèlement. Oui, surtout que c'est tous les jours la journée de l'homme, donc. Aussi. Non, c'est vrai. En tout cas, pour revenir à ce que tu dis, c'est vrai tous les jours. Et puis on a de la chance, on va revenir. On a l'impression que ça y est, c'est vraiment pris en compte. Il ne faut pas que ça soit un phénomène de mode et surfer sur la vague. Il faut réellement que les gens s'impliquent. Que ça soit pas que de la com et que ça soit un feu de paille. Exactement. Que les gens s'impliquent. Donc les parents, comment on peut donner un petit conseil aux parents pour essayer de déceler? Soyez à l'écoute des parents, soyez surtout à l'écoute des enfants. Essayez, comme le disait Audrey, de déceler le moindre changement de comportement, isolement, qui serait signe justement de mal-être. Donc ça, c'est vraiment important. Et dès qu'il y a le moindre doute, communiquer avec l'établissement pour qu'on puisse tout de suite agir. Ce qui est impressionnant, merci à Thomas qui a mis beaucoup de commentaires ce soir tout au long de la soirée. Mais bon, comme on était, on a été. Et puis on avait prévu quelques musiques, mais on n'avait pas le temps de les diffuser. Sinon, tu peux chanter, Gabi. On peut chanter, oui. Oh là. Ce qui est drôle, c'est ce que tout vient de dire Audrey, mais c'est que communiquer, mais les parents des enfants qui se sont malheureusement suicidés en 2023, ils ont communiqué. Ils ont tous communiqué et on se rappelle encore la réponse du rectorat sur les 2 parents d'ailleurs, si je me trompe pas. Il y a eu 2 fois la même chose. Donc on se pose la question des fois, communiquer, à quoi ça sert ? Justement, ça on est là pour en parler, justement, changer le regard, changer l'approche et changer justement les comportements, parce que c'est pas parce qu'il y a eu des erreurs de fait que les erreurs continuent. Oui, on pense que maintenant on a un ministre qui est quand même bien impliqué de ce genre de choses et ça peut faire changer les choses. On se posait la question, est-ce que c'est le fait qu'il a été harcelé, qu'il soit concerné, que ça ait changé ? Oui, je pense peut-être un peu plus que les autres, c'est possible. D'accord. Et puis les événements récents qui sont arrivés juste avant qu'il prenne son poste. Qui est en prison alors. Ça va pas tarder, non ? Non, mais pour être concerné, peut-être que ça peut servir. C'est pour ça qu'il faut être concerné. Donc un ministre de l'Éducation nationale ancien harcelé et un ministre de la Justice ancien condamné. Nouvellement condamné. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on est en direct, on dit ce qu'on veut. En tout cas, on va rappeler, parce que toi, Gabriella, tu as ton cabinet maintenant. Oui, donc, faut pas m'oublier, il faut venir me voir. Tout ce qu'on vient de dire ce soir, tu peux aider les gens, on peut venir vers toi. Toujours, absolument. Moi, vous pouvez venir me voir. Je suis toujours au 15 rue du Bastion et toujours présente à l'écoute des jeunes pour les accompagner dans cette aventure qu'est l'adolescence. Est-ce que les établissements scolaires te dirigent des gens vers toi ? Alors, les établissements scolaires me dirigent des gens et puis j'ai la chance aussi de pouvoir quelquefois intervenir dans des établissements scolaires. Et j'en profite aussi pour
dire à tous les établissements scolaires qui n'ont pas eu encore l'occasion, la chance et l'honneur de m'avoir que je suis disponible sur Menton et disponible pour les rencontrer. Je rappelle qu'on pourra réécouter l'émission, bien sûr. Hein, oui. Elle va être mise elle est sur les réseaux sociaux. Déjà, comme quoi ça sert à quelque chose. Les réseaux sociaux aussi. Oui. Il n'y a pas que du mauvais dans les réseaux sociaux. Pas tout diaboliser. On va rappeler donc Aurélie Isnard, psychologue clinicienne spécialiste dans les questions de violence, juriste et formatrice. Entre parenthèses, mentonnaise d'origine. Ouais. Petit message. Donc, on peut vous retrouver. Vous êtes dans les écoles ? Ça se passe comment pour vous ? Alors, oui, moi, vous officiez où ? Partout. Je fais une permanence dans un établissement scolaire et j'ai des suivis de personnes en obligation de soins, donc des personnes qui sont condamnées par la justice pour des faits de violence aussi. Donc, quel âge ? Alors, moi, j'ai principalement des personnes majeures. Ah, d'accord. Voilà, mais voilà, donc j'ai pas je reçois pas en libéral actuellement. Je fais surtout de la formation, de la prévention. Et Audrey Vernini-Charby, donc on la retrouve dans le lycée, dans un collège de Nice, Blanche de Castille, oui. Voilà. Qui se situe où, le Blanche de Castille ? Sur la Grande Corniche. D'accord. Et professeur de SVT, précisé. Important. Important. D'accord. Et ça a été la différence. Mon professeur de SVT. C'était le professeur d'Audrey. D'accord. Ça a été votre professeur ? Ah oui, à Menton. Ah ouais, pourtant, vous me direz que vous avez le même âge. C'est gentil. Enfin, pour moi, pas pour elle. On va dire pour toi, du coup. C'est ça, j'ai dit pour moi, pas pour elle. Et Nathalie, nous on se retrouve bientôt, nous, à la radio, dans 15 jours. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir accueillis. Je dis 1 heure, c'était trop court. 1 heure, c'était trop court. La prochaine fois, on fera 2 heures. Voilà, je pense. Merci quand même de nous avoir donné la parole déjà sur ce sujet. Oui, et puis je pense qu'on a été bien. On a été pas mal. J'espère en tout cas qu'on a pu apporter un petit peu on n'a pas eu de questions, mais... des réponses. On a personne qui a téléphoné. Et d'ailleurs, ça, c'est pas bon signe. Il y avait qui regardait aussi. Il y avait Luca qui regardait. Ah oui, Luca qui regardait. Il y avait Théo aussi, mon frère. La famille regarde. Et d'ailleurs, je les embrasse très fort, je les aime. Petite dédicace. Ah ben la dédicace, on va terminer l'émission avec. Ok. Voilà. Et voilà. Donc, merci à tous. Et puis on termine avec. Là où moi je serai pas coupé par Facebook. D'accord, ça va. Avec Luca Benici. Donc cette belle chanson qu'il a fait pour des amis. Ouais, merci. Merci à tous. C'est dans tes bras que ma vie prend son sens quand je suis avec toi. Tu sais ce que j'en pense, rien ne nous arrêtera. Et j'en ai de la chance de t'avoir près de moi. Le temps fait des dégâts souvent.